Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Au programme aujourd'hui, Venise au XVIIIe siècle en compagnie de Solène Rivoal. Vous retrouvez toutes les références de l'émission et les autres épisodes sur paroledhistoire.fr. Retrouvez-nous également sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire et sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Solène Rivoal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Albi, rattachée à l'unité de recherche Framespa de Toulouse. Vous avez publié en octobre Les marchés de la mer, une histoire sociale et environnementale de Venise au XVIIIe siècle, publié dans la collection de l'École française de Rome. Alors merci d'être avec nous dans ce cadre de la Bibliothèque de la Sorbonne, qu'on remercie au passage de nous accueillir pour cet entretien. On va parler de ce livre, moi, qui m'a beaucoup intéressé, qui est, il faut le dire, issu d'une thèse. Et c'est un vrai livre issu d'une thèse, donc il ne faut pas se dire que ça peut être une lecture rapide pour un TGV d'une heure. Voilà, c'est un livre conséquent. Moi, j'irais presque un peu à l'ancienne, mais vraiment on dit comme un compliment. Je pense que si Labrousse ou Braudel revenait, il serait heureux de lire ce livre. Il y a plein de livres d'histoire qui les dépayseraient beaucoup. Celui-là, je pense qu'il les dépayserait pas tant, parce que je pense qu'il retrouverait beaucoup d'attention justement au fonctionnement concret d'un monde marchand, d'une société d'Ancien Régime, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, avec une dimension évidemment plus novatrice sans doute, d'histoire environnementale, quoique Braudel, voilà, a posé des jalons. Alors, peut-être pour situer ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à vous interroger sur Venise, le poisson, la pêche, la façon dont ça fonctionne à Venise au XVIIIe siècle? Ouais, alors moi au départ j'ai fait un master en fait sur l'histoire de Venise et j'étais plutôt en histoire sociale. Donc ce qui m'intéresse vraiment c'est les fonctionnements sociaux d'une ville, les interactions entre les acteurs, leur manière d'utiliser l'espace, la ville, l'environnement. Donc tout ça c'était des questions qui me passionnaient. J'ai fait un master du coup sur ces questions-là. Et ensuite quand j'ai voulu poursuivre en thèse, on m'a proposé, avec ma directrice de thèse, on a envisagé un sujet de thèse sur les marchés en fait à Venise et on s'est rendu compte assez vite, je me suis rendu compte assez vite dans les archives que c'était pas très intéressant comme sujet, c'était trop large en fait, d'une part parce qu'il y avait beaucoup d'activités différentes mais qui fonctionnaient pas de la même manière, donc ça c'était intéressant pour moi de le noter parce que les institutions vénitiennes en fait elles s'adaptent de manière assez pragmatique aux produits qu'elles vendent, qui sont vendus sur les marchés et donc je me suis dit, il faut que je rentre dans ces interactions sociales par un produit en particulier. Et en cherchant de plus en plus dans les archives, je me suis rendu compte qu'il y avait une place très très importante dans les manières de légiférer au quotidien et d'organiser ces interactions commerciales au quotidien. Une place très forte du poisson frais. En creusant un peu dans la bibliographie, j'ai vu qu'il y avait quasiment rien et ça m'a interpellée parce que je me suis dit on est quand même sur une ville construite sur une lagune. Il y a l'air d'avoir des choses passionnantes à dire sur ces communautés de marchands, de pêcheurs, etc. Et donc je suis rentrée dans ce sujet comme ça. Et donc je pense que c'est vraiment au départ un projet d'histoire sociale qui petit à petit s'est déplacé vers aussi un projet d'histoire environnementale parce que du coup j'ai découvert tout un pan que je soupçonnais pas, qui est la gestion de la lagune en fait, et qui marche avec. Et qui est aussi un projet d'histoire vénitienne, parce que ce type de questions, on pourrait les poser pour Bruges, pour Constantinople, mais finalement, en les posant à Venise, vous vous inscrivez aussi dans un espace historiographique assez particulier, parce que c'est vrai que, aussi bien de façon internationale qu'en France, il y a presque une tradition d'études, je ne sais pas s'il faut dire vénétianiste, mais on pense à Jean-Claude Ocquet, à Elisabeth Crozet-Pavant, Claire Jude de la Rivière, Catherine Kikuchi. Enfin, voilà, il y a et beaucoup d'autres, évidemment. Il y a vraiment presque une tradition en France d'interroger Venise et de tester sur le terrain vénitien un certain nombre de questions. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être restituer un peu, pour celles qui nous écoutent, ce qui fait de Venise un lieu historiographique particulier? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. La première, sur laquelle les chercheurs vénétianistes, comme on dit effectivement, insistent beaucoup, c'est la dimension archivistique. En fait, on est sur une république vénitienne qui a de nombreuses magistratures. Et ces magistratures, elles élisent leurs magistrats, en fait, très régulièrement. Et ce changement, en fait, très régulier, implique la présence d'archives très tôt. Donc en fait, la République de Venise instaure en fait des archives officielles de ces magistratures. Dès le XIIIe siècle, on a des centres d'archives qui gardent ou qui conservent en fait les activités en cours parce que vous avez certaines magistratures où les magistrats changent tous les 6 mois, donc il faut pouvoir garder ça. Et je pense que ça
générer en fait beaucoup d'archives qui permettent aujourd'hui aux historiens de se pencher un peu sur des rouages de ces sociétés médiévales et d'Ancien Régime dont on n'a pas forcément la trace ailleurs. Et ça, c'est intéressant de le voir. Et par exemple, pour les marchés du poisson qui, moi, m'intéressent directement, on voit qu'en France, au XVIIe, XVIIIe siècle, on a beaucoup les mêmes personnages qui restent pendant 10 ans, 15 ans, ou qui vont faire des visites du territoire, etc. Mais on sait que c'est les mêmes personnes qui sont en fait en poste. Donc on peut aussi imaginer, ça c'est une hypothèse que je peux faire, mais on peut imaginer en fait que ces gens-là vont pas tout noter parce qu'ils n'ont pas à restituer quelque chose aussi pour d'autres puisqu'ils sont en poste et que c'est eux aussi qui vont prendre des décisions ensuite. Et donc ça, je pense que c'est une première dimension très importante. Ensuite, la deuxième dimension, si on veut parler un peu de l'historiographie de Venise, je pense que c'est les vénétianistes, ils se sont concentrés beaucoup sur le 15e, 16e de Venise. Parce que c'est là aussi, encore une fois, où les archives sont assez bien triées, classées, etc. On se rend compte qu'au XVIIIe siècle, il y a plutôt un effondrement de ces études. Il y a moins de gens sur le XVIIIe siècle. Ce qui va d'ailleurs un peu de pair avec un discours sur le déclin de la République, sur la stagnation, etc. Ouais. Et parce que je pense que de fait, effectivement, Venise devient un État plus régional. Voilà. Et puis que les magistratures, en fait, en tout cas dans les archives, ça c'est intéressant de le voir. Et je pense que, par exemple, c'est le projet d'un historien qui s'appelle Filippo De Vivo, qui avait eu un grand projet de RC sur les archives de Venise et sur la manière dont elles étaient classées, concentrées, etc. Mais pour le XVIIIe siècle, on a une masse de documents beaucoup plus importante. Bon, mais ça, c'est un peu comme partout. Mais classés aussi différemment. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a fait que c'était un peu plus dispersé, ça concernait un espace moins large. Donc tout ça a contribué, je pense, à éloigner les historiens du XVIIIe siècle. Et quand on retrouve des études là très récemment, en fait, ces dernières années, il y a des études passionnantes qui ont été faites sur le XVIIIe siècle. Bon, on peut citer bien sûr Jean-François Chauvard qui travaille sur ce XVIIIe siècle vénitien et qui a montré beaucoup de choses aussi sur cette partie-là de Venise, et notamment sur son dernier ouvrage, c'est sur le fidéicommis. Et ça apprend beaucoup de choses sur les familles patriciennes vénitiennes, sur la manière dont le patrimoine de la ville est organisé. Mais il y a aussi tout un ensemble de jeunes chercheurs. D'ailleurs, on publie beaucoup à l'EFR parce qu'il y a par exemple, je pense à la thèse de Matteo Pompermayer qui est sortie il y a quelques mois avant la mienne, qui a intitulé sa thèse « L'économie du mouchoir » et qui s'intéresse au crédit et au microcrédit à Venise au XVIIIe siècle et qui a montré aussi pas mal de choses intéressantes dessus. Puis il y a la thèse de Robin Quilien qui va aussi sortir bientôt, qui est sur l'organisation des bateliers à Venise au XVIe, XVIIe, puis XVIIIe. Donc je pense que voilà, ça continue. En fait, Venise continue à être un terrain qui, on le pense surexploité, mais finalement, je crois qu'on a encore des choses à dire dessus. Bon, on va se retenir de faire des métaphores avec le poisson surexploité, le vivier de jeunes chercheurs, etc. C'est pas du tout le style de ce podcast. Peut-être dire un mot de l'EFR, parce que l'École française de Rome, là aussi, c'est une institution que tout le monde ne connaît pas, qui est importante pour permettre, notamment des chercheurs, des chercheuses, de faire des thèses en lien avec des terrains italiens. Comment ça fonctionne, l'EFR ? Alors moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un contrat doctoral de l'École française de Rome. Donc l'École française de Rome, elle a d'abord eu des contrats postdoctoraux. Donc c'est ce qu'on appelle les membres, et c'est les personnes les plus connues en fait de cette institution. Il faut quand même préciser que l'École française de Rome, elle se situe au Palais Farnèse à Rome, donc c'est un lieu magique pour étudier. Il y a une magnifique bibliothèque. Donc voilà, c'est un lieu assez splendide. On a de la chance de travailler dans ces conditions-là. Et puis moi j'ai eu donc ce contrat-là. Après, c'est un contrat qui fait que vous êtes aussi rattaché, enfin vous avez plusieurs rattachements. Et moi, j'ai eu un rattachement aussi à l'Université d'Aix-Marseille, là où ma directrice de thèse, Brigitte Marin, était professeure. Et
J'ai eu une troisième affiliation puisque j'ai fait une co-tutelle avec l'Université de Venise. Donc en fait, j'étais dans un espèce de triangle entre les trois. Et l'école française de Rome m'a permis en fait d'avoir ce lien en fait entre l'Italie et la France très très serré, quoi, très concret. Voilà, donc il faut dire évidemment aux gens qui nous écoutent, qui font par exemple un master, que s'il y a un terrain italien ou qui se rapproche de l'ère italienne, bah, il faut, voilà, c'est une candidature. Évidemment, il n'y a pas énormément de postes, mais malgré tout, ça existe. Donc il faut savoir qu'on peut candidater. Il y en a de plus en plus en fait, des postes. Bon, ils sont pas effectivement nombreux, mais moi quand je l'ai eu, il y avait un poste par an. Et là, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Enfin voilà, ça dépend des années, mais c'est important parce que l'école française de Rome, elle se veut aussi une institution en pleine évolution et avec cette volonté de former des doctorants aussi, au-delà des post-doctorants. Donc il faut y penser, c'est vraiment magique d'étudier dans un endroit comme ça. On l'imagine. Alors, on imagine aussi que, voilà, à Venise, vous avez dû faire des allers-retours entre le passé et le présent des trattorias et des plats de poisson, le passé du poisson dans la ville. On va en reparler sans doute. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la materia del pesce, qui est voilà, l'objet même de votre livre, qui est l'expression employée au XVIIIe siècle, pas seulement pour désigner une chose concrète qu'on mange, le poisson, mais pour désigner quelque chose voilà, d'un peu plus large, qui a un sens dans la ville. Oui. Alors, c'est vrai que c'est l'expression que j'ai gardée parce que c'est l'expression qu'on retrouve chez les magistrats vénitiens. Et cette materia del pesce, c'est un peu, en fait, un ensemble, un système d'interaction, alors que moi, j'ai un peu défini comme une interaction entre des lieux, des ressources et des acteurs, quoi. C'est-à-dire que pour les magistrats, l'idée, c'est de pouvoir envisager le poisson comme une ressource qui va être comestible et donc vendue aux Vénitiens. Et ça implique d'avoir une gestion sur la lagune, sur les marchés de Venise, sur les espèces qui sont vendues. Donc ça, c'est très important pour eux. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui par exemple, si vous allez vous seul pêcher sur une côte bretonne, il faut savoir que vous pouvez pas ramener un crabe qui a une dimension plus petite que celle qui est autorisée, etc. À Venise, dès le XIVe siècle, il y a des tailles en fait réglementaires et c'est exactement la même chose. Et puis, il y a une régulation aussi très forte des acteurs. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on est vraiment dans un système qui prend en compte la lagune et la ville dans son ensemble, parce que ces acteurs, ils traversent les deux espaces de manière complètement indifférenciée, je dirais. Et donc, on a des pêcheurs qui sont poissonniers, mais des pêcheurs qui vont vendre aussi leurs biens dans la ville. Et donc, pour moi, en fait, cette materia del pesce, c'était aussi une manière de montrer tout le lien un peu pratique et matériel de la ville et sa lagune, parce qu'on n'arrête pas de parler des mythes de Venise, de cette ville construite sur l'eau, etc. Et on en fait souvent une construction un peu idéalisée ou un peu intellectuelle, mais en fait, c'est très... Là, pour le coup, avec cette materia del pesce, c'était très pratique et très, très matériel. Alors d'un point de vue pratique justement, pesce, ça désigne le poisson en italien aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas que du pesce dans la materia del pesce. Ouais, alors ce que ça désigne, c'est en fait, c'est toutes les espèces halieutiques, poissons, crustacés, coquillages, vendus frais. Puisque en fait, il y a aussi beaucoup de poissons séchés ou de poissons marinés à Venise, mais il porte pas le nom de poisson en fait sur les marchés. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter. Oui, en fait, il faut dénaturaliser notre catégorie poisson pour voir que au XVIIIe siècle, on distingue des choses que nous on associerait peut-être. Ouais. Après, ce que vous pouvez voir aussi, si vous allez en Italie, dans les trattorie par exemple, vous avez toujours cette idée de poisson élargie en fait. Parce que quand vous allez dans un restaurant vénitien qui vous dit vous avez une viande et un poisson, le poisson ça peut être des moules, des palourdes, voilà. Donc il y a encore un peu cette idée de tradition populaire de se dire que le poisson en fait c'est tout ce qui se mange et qui vient de la mer, quoi. Et ça, c'est très clair pour les Vénitiens et les acteurs populaires, mais aussi pour les magistrats, ça fonctionne de la même manière. C'est une catégorie, en fait, qui est utilisée par tous les acteurs et autour desquels ils se retrouvent.
Alors justement, parlons un petit peu des sources qui donnent accès à cette matériel de pêche. Des sources judiciaires pour beaucoup d'entre elles, mais judiciaires pas forcément au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire des grands procès, mais aussi du judiciaire ordinaire, des petits litiges qui permettent d'accéder à ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire un projet d'histoire sociale, pas seulement des drames ou des catastrophes, mais voilà, des petites interactions qui montrent comment les choses se jouent entre acteurs. Oui, Enfin, ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus passionnée quand je suis rentrée dans ce sujet, c'est que j'ai trouvé effectivement des procès, mais des procès qui concernaient la vente de 3 poissons qui n'étaient pas faites au bon moment, au bon endroit, ou une personne qui pouvait pas vendre voilà, telle espèce, ou alors pêcher dans un autre espace de la lagune. Et en fait, c'est des procès, donc c'est vraiment des procédures judiciaire comme on a l'habitude d'en voir, c'est-à-dire que y a vraiment cette procédure de référé de l'affaire. Enfin, c'est donc un officier qui dit il s'est passé telle ou telle chose. Ensuite, il y a l'interrogatoire des témoins et ensuite il y a la sentence des magistrats. Donc on est vraiment sur une procédure judiciaire très classique, mais avec effectivement des choses du quotidien, de l'ordinaire qui font en fait émerger des pratiques, des catégories d'acteurs dont on n'entend pas forcément parler dans d'autres types de sources. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée, en fait. C'est assez passionnant. Et puis, là aussi, c'est peut-être un avantage des sources vénitiennes, mais on a quand même accès, du coup, à des interrogatoires de pêcheurs, quoi. Et c'est... Bon, au début du XVIIIe siècle, ça me semble... à exploiter, quoi. Avec dans ces documents une attention que vous portez au vocabulaire, parce qu'on a commencé un petit peu à le dire avec Matériel Pêche, mais en fait il y a des discordances entre le vocabulaire vénitien de la pêche et les traductions contemporaines françaises, même pour repérer une espèce et à quoi renvoie tel mot du 18e, à quelle espèce ça renvoie. On sent qu'il y a, derrière ce que vous racontez, il y a un travail de décodage qui est parfois fastidieux pour essayer de saisir un petit peu qu'est-ce qui se joue exactement sur tel ou tel terme. En fait, moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que, par exemple, pêcher, on le trouve rarement dans un procès. On trouve beaucoup des espèces différentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Venise, une espèce, ce que nous, on peut considérer comme une espèce, par exemple l'anguille, à Venise peut avoir 10 noms différents selon la couleur, la taille, voilà. Et donc, moi, ce que ça me fait dire, ce que ça me fait dire sur cette société, c'est qu'en fait, on est dans une société vraiment où les savoirs de la lagune et de la mer sont extrêmement développés parce que aucun pêcheur ni aucun magistrat va parler de poissons. Voilà, ça les intéresse pas en fait. Et de fait, on va retrouver aussi une importance des procès par rapport à des espèces différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à voir aussi ailleurs. Mais par exemple, les thons, la vente de thon a toujours une place à part et très sévèrement punie, par exemple, en cas de fraude. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à Marseille, on retrouve un peu partout. Donc, l'hypothèse qu'en font les chercheurs et les chercheuses aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être, on dit que le thon, c'est le steak de la mer, donc on est vraiment sur un poisson qui est beaucoup plus cher, peut-être avec des organisations aussi de pêche et de vente beaucoup plus organisées, gérées. Et voilà. Et donc, selon l'espèce, on ne trouve pas les mêmes interactions sociales. Et ça, c'est assez passionnant. Ça arrive qu'il y ait des fraudes, que quelqu'un vende comme une dorade un poisson qui n'en est pas ? Alors, ça, c'est un savoir, à mon avis, qui est partagé dans la ville. Et donc, c'est un peu dur de dire à un Vénitien qui ne tient pas une dorade dans la main. Donc ça, je ne pense pas. En revanche, c'est très fréquent qu'il y ait des fraudes, par exemple, sur la fraîcheur du poisson. Par exemple, les anecdotes qu'on trouve le plus, c'est que les pêcheurs, pour rafraîchir leurs marchandises, ils mettent du sang d'anguille dessus pour les faire luire un peu et les montrer plus frais aux consommateurs. Ce qu'on a aussi, les cas qu'on peut avoir, c'est des pirates pêcheurs qui vont attendre en fait des grands bateaux de pêche à l'embouchure de la lagune, qui les raquettent ou qui vraiment vont à l'abordage, etc., leur piquent tous leurs poissons et après vont les vendre comme si c'était eux qui les avaient pêchés dans la journée, quoi. Ça, on a ce genre de choses. Donc la marchandise, effectivement, elle va pouvoir changer d'état, quoi, ou de statut, et les fraudes sont très, très nombreuses. Mais je sais pas si on peut parler... moi, je parle moins de fraude que de forme de commerce un peu informel, parce que, en fait, ce que j'ai découvert aussi dans certains procès, c'est que si on s'intéresse bien à ces fraudes,
qu'on pourrait nous qualifier de fraude. Là, c'est encore une catégorie qu'on met sur ce marché-là. On se rend compte que tous les acteurs sont impliqués à n'importe quel moment de cette chaîne et de ce système alimentaire. Donc, voilà, j'ai un exemple de procès de thon, par exemple, de vente de thon illégal, où en fait le magistrat dit aux pêcheurs vous êtes arrivés dans la lagune aux embouchures et vous aviez 23 poissons thon. Et vous arrivez au marché et vous en avez plus que 18. Il s'est passé quoi entre les deux ? Et là, le pêcheur répond dans son interrogatoire en fait, je me suis arrêté à tel contrôle de sanitaire et l'officier en a voulu 2. Puis telle personne, tel restaurateur m'a hélé, il en a pris un, et puis etc. Et puis il dit et le reste, je l'ai vendu selon les lois au marché. Et en fait, il se passe rien parce que là, on voit clairement que tout le monde participe un peu à tout ça. Alors ça touche à un point que je trouve toujours assez fascinant quand on aborde les sociétés d'Ancien Régime. Et au départ, d'ailleurs, c'est moi ce qui me rebute un peu. Mais en fait, quand on gratte, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fascinant. C'est qu'on a l'impression d'un monde souvent très formel, très codifié, avec des règlements très tatillons, des statuts individuels hyper précis pour dire un tel, il est pêcheur de telle paroisse et il ne peut pas en sortir, etc. Et après, quand on va voir justement ce type d'archive, on se rend compte que le même, il est en fait batelier, puis qu'il se débrouille avec une autre fonction, que les gens qui fixe ces règles, en fait, parfois s'arrange avec elles. Autrement dit, que derrière le caractère ultra codifié, formalisé, notamment de tout ce qui renvoie au métier, avec leurs règles, leurs règlements, etc., il y a un monde aussi où il y a des stratégies de survie et de débrouille qui contournent un petit peu tout ça. Oui. En fait, je pense qu'au-delà du caractère parfois un peu anecdotique du poisson, moi, c'est vraiment un aliment pour rentrer dans ces interactions sociales dont on parle depuis tout à l'heure. Et par exemple, moi, j'aime beaucoup parler avec les contemporanéistes parce qu'on n'a pas évidemment les mêmes visions de ces interactions-là. Et je pense qu'en fait, quelque chose de très important, ou en tout cas que moi, j'ai essayé de montrer dans la thèse au XVIIIe siècle, dans le marché que j'étudie, c'est comment la place de ce droit et de cette uniformisation du droit progressif remplace tout un système de privilèges, de négociations en amont qui caractérise en fait, à mon avis, cette société d'Ancien Régime. C'est-à-dire que souvent, dans le marché que j'étudie, en tout cas, on a la règle. Dans les placards, par exemple, qu'on voit, on a une règle, il est interdit à Venise de vendre tel poisson. Et ensuite, on a sauf pour tel ou tel cas, etc. Donc, en fait, la règle reste l'interdiction, mais on sait qu'il y a plein de manières, en fait, de faire en sorte que cette règle soit assouplie, ou adoucie. Ce qui n'est pas du tout la même forme juridique, en fait, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que c'est des formes de privilèges, en fait, qui vont se décliner. Mais ça permet, en fait, une négociation des actions des acteurs, à mon avis, c'est mon hypothèse, dans ce quotidien vénitien, en tout cas, qui progressivement, en fait, au cours du XVIIIe siècle, tend à s'uniformiser, tend à disparaître progressivement pour que le droit, en fait, soit l'unique mode d'interaction entre magistrats et pêcheurs. Alors qu'il me semble qu'avant, il y avait des formes de négociations différentes sur différents aspects, quoi. Alors si le droit tend à prendre le dessus, à s'uniformiser, c'est aussi parce que, vous l'avez dit au départ, et ça je pense que c'est un point vraiment important, il y a un paradoxe du poisson, puisque c'est à la fois quelque chose qui peut se vendre, et donc dont des acteurs peuvent dégager un profit, et c'est un élément marchand, mais c'est aussi une ressource vitale qui suppose qu'il y a un approvisionnement régulier, et que, autrement dit, c'est presque comme l'air qu'on respire, il faut qu'il y ait du poisson, et c'est pas quelque chose qui entre complètement dans la sphère marchande. Donc là, il y a une tension entre ces deux choses, et les autorités sont conscientes de cette tension, sont conscientes en tout cas, elles essayent de tenir les deux bouts, à la fois de réguler comme une ressource vitale le fait qu'il y ait de la matériel del pêche ensuite sur les étals et sur les tables à Venise parce que la ville en dépend pour vivre, mais aussi qu'il y a une série d'acteurs qui puissent parfois en dégager des marges, des bénéfices, qu'il y ait une activité économique qui fonctionne. Donc là, la contradiction entre bien commun en quelque sorte et bien marchand, c'est une des caractéristiques de ce que vous travaillez. Ouais. Je pense qu'en fait, au départ, on est... ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui rapporte quasiment rien à la République.
C'est une des taxes les plus basses sur les produits, etc. C'est aussi un des marchés qui est le plus développé dans la ville parce que, les chiffres que moi j'ai trouvés et les hypothèses que je fais montrent en fait une alimentation très forte des Vénitiens sur ces produits de la mer. Donc, c'est un marché un peu de subsistance. Ça peut être un marché de luxe, mais c'est la catégorie, la particularité en fait de ce marché, c'est qu'il nourrit à la fois les plus pauvres et les plus riches en gros. Et selon les espèces, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas pareil. Ce qui intéresse la République, à mon avis, c'est effectivement d'avoir des étals toujours pourvus. Donc ça marche en fait comme une forme de système, comme un système anonaire d'Ancien Régime, quoi. C'est-à-dire Alors l'ANON, il faut peut-être expliquer ce que c'est. L'ANON, c'est un peu cette idée de toujours avoir une ville approvisionnée en grains parce qu'on considère que c'est la base de l'alimentation des gens. Donc il faut que toute la population d'une ville ait du pain. Si donc, je ne me trompe pas, c'était une magistrature sous la République romaine. C'était une magistrature. Voilà, c'était une magistrature sous la République romaine et c'est des principes qu'on retrouve dans pas mal de villes ou de petits États, notamment des États italiens. Je pense à Monica Martina qui avait fait un livre qui s'appelle Le Juste Marché, qui avait bien expliqué ça. Enfin, voilà. Et donc, c'est une organisation, une manière de penser les marchés un peu en dehors de profits commerciaux, mais plutôt comme quelque chose, effectivement, de l'ordre de la nécessité de bien nourrir une ville, quoi. Bien gouverner, c'est bien nourrir cette ville. Et les caractéristiques de ce marché de poissons sont complètement similaires à ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que les taxes soient élevées, il faut qu'il y ait assez de poissons, donc il faut qu'on approvisionne au maximum. Il faut que, à la fois, le poisson puisse nourrir les pêcheurs qui le pêchent, mais aussi nourrir la ville. Donc, il faut trouver des prix correspondants. Et par exemple, une caractéristique très forte, c'est que aucun prix n'est libre sur ce marché. C'est-à-dire que les magistrats vont fixer tous les prix de toutes les denrées que vous allez acheter. Donc, c'est pas du tout les pêcheurs qui disent, qui fixent le prix de leurs marchandises. Ces poissons, ils viennent de différents endroits et il y a des poissons de pêche, il y a aussi des poissons d'élevage. Il y a une pisciculture à Venise incroyablement développée. Ça, c'est vraiment partie des choses que j'ai découvertes avec stupeur en vous lisant. Le fait que non seulement c'est très développé, mais en plus il y a un système très très raffiné de différents bassins, des clés entre les bassins pour de l'eau plus ou moins saumâtre, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a vraiment tout un système piscicole à Venise qui renvoie à cette nécessité d'approvisionner comme si c'était finalement un terroir agricole en quelque sorte. Oui, c'est aussi c'est quelque chose qui existe depuis. Certains historiens parlent de la période étrusque pour dire que ça existe depuis très longtemps dans ces espaces-là, ces élevages de poissons. Mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de la modification de ces interactions entre magistrats et pêcheurs, dans cette volonté en fait de rendre ce marché toujours plus efficace. Les deux choses qui vont être mises en place par les magistrats, ou en tout cas être favorisées par les magistrats au XVIIIe siècle, c'est d'une part que les pêcheurs sortent plus dans l'Adriatique pour aller pêcher et ramener plus de quantité de poissons. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'intensification des élevages de poissons dans la lagune. Et ça fonctionne effectivement comme des entreprises, si j'emploie un mot anachronique, un peu comme des entreprises agroalimentaires, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on va chercher des alevins à l'extérieur, souvent. Alors, soit on les attire parce qu'il y a un mouvement naturel qui fait qu'il y a plein de poissons qui rentrent dans la lagune pour se reproduire à une certaine période de l'année, puis qui repartent, puis les petites espèces, les alevins, sont entraînés vers le large, mais en fait, les Vénitiens les capturent et les maintiennent dans des bassins. Et ils reproduisent des formes de conditions de vie au large, avec des bassins profonds, et ils les font passer effectivement dans des bassins de différentes températures. Il y a plein de choses qui sont assez techniques et en fait bien développées depuis longtemps. Et en fait, ces élevages fonctionnent vraiment en fait comme des organisations un peu agroalimentaires. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le vocabulaire est assez fou. C'est-à-dire qu'on parle de champs d'eau, campi d'acqua. On parle de récolte, parce que quand on décide en fait de récolter des dorades élevées dans la lagune, on va ouvrir le barrage qui les retient.
Et elles vont rentrer dans une partie qui s'appelle le lavorieri. Et le lavorieri, en fait, il y a de moins en moins d'eau et elles finissent en fait presque sur des étals sans eau où juste les gens qui travaillent les ramassent, les mettent dans des paniers et les emmènent au marché, quoi. Donc est-ce que c'est encore de la pêche à ce niveau-là ? Enfin, c'est assez intéressant aussi de se poser la question. En tout cas, c'est une première forme d'organisation très importante entre un travail un peu fait à la chaîne, des différentes actions entre la pêche et la distribution. Alors tous ces bassins, ça suppose une organisation spatiale très particulière, vous y faites beaucoup attention, vous reproduisez des cartes d'époque, vous produisez des cartes vous-même. Ça veut dire qu'il y a un enjeu à la fois, je dirais, d'ordre de l'espace urbain, même cet espace urbain très particulier de Venise, mais d'ordre de l'espace urbain, c'est-à-dire que les magistrats réfléchissent non seulement à ce qui est produit, mais aussi à spatialement, qu'est-ce que ça fait quand ces produits-là, est-ce que ça nous empêche de circuler, est-ce que ça bloque l'eau qu'il faudrait, au contraire, est-ce qu'il faudrait déblayer tel canal. Donc voilà, il y a toutes ces interférences avec les questions d'ordre urbanistique. Il y a peut-être aussi même des questions géopolitiques, si on va pêcher plus loin. Est-ce qu'on va pêcher dans des eaux qui sont contestées par des puissances voisines ? Est-ce que pêcher, c'est aussi une manière d'affirmer quelque chose de la puissance vénitienne ? Alors ça, c'est une super question à laquelle, pour le moment, je peux faire que des hypothèses. Mais on sait que Venise considère que l'Adriatique, elle l'a nommé le golfe de Venise. C'est repris dans de nombreuses représentations iconographiques et cartographiques de l'époque moderne, même par exemple des Français. Donc ce golfe de Venise, c'est une forme c'est une volonté aussi d'asseoir cette souveraineté vénitienne dans cet espace-là. Ce qui est intéressant au XVIIIe siècle, c'est que Venise n'est plus du tout seule en fait dans cet espace adriatique, puisque on a par exemple l'émergence du port de Trieste à côté, qui pose beaucoup de problèmes, hein, même pour les pêcheurs en fait, qui parfois préfèrent éviter de ramener leurs poissons à Venise et qui le vendent directement à Trieste. On a par exemple des super exemples de procès ou de mentions de gens qui envoient des lettres en disant j'étais en direction de Venise et j'ai subi une tempête et les vents m'ont poussé vers Trieste et je n'ai pas eu le choix, je les ai vendus là-bas. Enfin voilà, donc c'est des choses assez marrantes. Et puis on a aussi l'émergence du port d'Ancône avec donc dans les États pontificaux. Donc Venise n'est pas du tout seule et ça génère effectivement des formes de conflits, mais des conflits qui restent, pour le moment, moi je les ai vus surtout à l'échelle vénitienne et surtout. Enfin, je les ai vus comme quelque chose où les Vénitiens n'avaient pas vraiment de prise dessus. Ou en tout cas, ils s'interrogeaient beaucoup dessus. Donc, en fait, ils envoient beaucoup de lettres, par exemple, au recteur d'Ancône, recteur vénitien qui est à Ancône, etc., pour essayer de savoir s'il y a des pêcheurs vénitiens qui viennent vendre illégalement leurs poissons, etc. Mais j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu moi, il y avait une forme d'impuissance, en fait, à régler cette question-là. Et c'est pour ça qu'en fait dans la thèse j'essaye de me concentrer vraiment sur les principes des magistrats en fait, parce que ça me semble c'est eux qui créent la Materia del Pesce telle qu'ils la pensent, mais je pense qu'en pratique ils ont quand même du mal à gérer tous ces circuits qui échappent un peu à leur volonté, quoi. Alors ils échappent, mais ils n'échappent pas complètement à l'expertise, parce qu'une chose que vous montrez aussi, c'est que plus le siècle avance, plus on va essayer de réfléchir à ça, de produire des savoirs, notamment parce qu'on a conscience aussi des fragilités de la ressource, du fait que si on pêche à certains moments, qui sont des moments de reproduction, ça fragilise la récolte, entre guillemets, de l'année suivante, etc. Donc il y a une montée des savoirs, et du coup vous avez aussi exploité, pas seulement la justice, mais aussi les discours, la sorte de littérature grise produite comme expertise, et aussi d'ailleurs cartographie, expertise, etc. Pour revenir à votre première question sur les sources, c'est un autre type de source que j'ai utilisé et peut-être un autre type de source qui rend le terrain vénitien particulier. C'est que, en fait, toutes les lois vénitiennes sont prises par décret. Donc, c'est le Sénat, en fait, qui entérine des propositions faites par les magistratures qui sont spécialisées. Donc, par exemple, pour les marchés de poissons, en fait, moi, je travaille sur une magistrature qui s'appelle la vieille justice, la Giustizia Vecchia. Mais quand la Giustizia Vecchia veut légiférer, elle, en fait, fait une étude. Donc, elle va en fait interroger des acteurs du marché, par exemple, etc. Elle fait un bilan et elle propose un texte de loi. Et elle envoie tout ça au Sénat.
qui l'étudie et qui statue et qui va faire un décret sur la position ou pas de la Giustizia Vecchia. Et là où nous, on a de la chance, c'est qu'en fait, toute cette littérature grise, elle est restée dans les archives. En tout cas, c'est évidemment lacunaire, mais il y a énormément... Enfin, il y a un fond, en fait, infini à Venise. Alors, très difficile à exploiter, parce que... un carton, ça peut être 15 jours, en fait, donc c'est énorme. Mais si on a la date du décret pris, on peut très bien essayer d'aller voir, en fait, les liasses qui correspondent. Et on peut très bien trouver, en fait, toute cette littérature grise d'intérêt, en fait, pour savoir quelles ont été les questions des magistrats, comment est-ce que ça s'est produit et pourquoi on en est arrivé à prendre telle décision. Donc ça, c'est vraiment une spécificité peut-être archivistique qui rend un peu ce thème passionnant. Et du coup, à partir de ça, on se rend compte que les magistrats vont être un peu tiraillés dans plein de directions différentes. Mais en fait, pour moi, c'était captivant de voir que dans un marché aussi local, dont on pourrait même se dire mais pourquoi elle fait une thèse sur les marchés du poisson, enfin finalement c'est quand même assez anecdotique, mais même dans cette organisation-là, en fait on retrouve des principes des Lumières, du libéralisme, des choses qui en fait sont agitées dans toute l'Europe à cette époque-là, et les magistrats sont pas du tout à l'écart en fait de toute cette manière de penser. Et donc il y a vraiment ce discours de comment faire pour rendre ces marchés plus efficaces, plus sûrs, comment avoir des rendements plus importants économiquement parlant, quoi. Alors, si on passe du côté des magistrats au côté des pêcheurs eux-mêmes, qui sont parmi les acteurs clés de votre livre, vous vous intéressez notamment à ceux de San Nicolo, les Nicolotti. Comment on devient un pêcheur ? Est-ce qu'on est pêcheur finalement presque dès sa naissance ? Est-ce qu'en même temps, il faut aussi grandir et entrer dans cet univers avec ses codes, avec ses règles ? Donc, comment ça se passe, la trajectoire d'un pêcheur pour intégrer ces communautés ? Alors là, j'espère que je vais pas... je vais reparler des sources parce que mes sources sont fabuleuses. Là, j'ai un troisième corpus de sources. Ce sont des procédures, en fait, qui permettent aux pêcheurs qui sont âgés de plus de 50 ans et qui ont pêché plus de 20 ans de faire une demande au magistrat pour pouvoir être poissonnier de la ville, poissonnier officiel et avoir un étal. Et D'accord, il ne faut pas attendre ni 62 ni 64. Non, c'est 60 ans et parfois même c'est 50 ans. Et d'ailleurs, la manière l'argumentation de cet âge-là, c'est de dire que les pêcheurs sont usés par les fatigues de la mer et qu'ils ont bien le droit, effectivement, d'être derrière un étal plutôt que sur les mers. Donc voilà, donc ces deux critères, 50 ans, avoir plus de 50 ans ou 60 ans, et avoir 20 ans de pêche, sont vérifiés par les magistrats, en fait. Et comment est-ce qu'ils les vérifient ? Donc, par des procédures, encore une fois, une procédure classique juridique avec des témoins. Et en fait, ils vont confronter plusieurs témoignages sur la vie des gens. Donc, ils vont aller voir, en fait, des gens, des voisins, des gens de la même communauté, etc., pour demander, en fait, s'il a vraiment pêché 20 ans, s'il est vraiment de cette communauté, s'il a vraiment plus de 50 ans, etc. Et en fait, j'ai 240 procédures, je crois, sur un siècle, 1680, 1780, qui fait apparaître une vie quotidienne incroyable, de parcours de vie retracés, etc. Ce dont on se rend compte, en fait, c'est que ces gens, ils s'embarquent sur les bateaux très tôt, souvent enfants. Alors, le grand projet à Venise, il y a eu un grand projet qui a été mené par Annabella Vitis, projet Garzoni, qui était un projet sur l'apprentissage à Venise, où ils ont analysé un ensemble de contrats d'apprentissage. Et de manière très anecdotique, ils ont pas trouvé en fait de contrats de pêcheurs, et ils en ont trouvé que quelques-uns, mais ça avait pas l'air d'être la norme. En revanche, dans ces procédures-là, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un apprentissage un peu de fait qui passe pas peut-être devant les magistrats, mais qui existe. Et donc, on a des récits qui disent « oui, je le connais et puis, dès qu'il a eu 8 ans, le voisin, machin, l'a embarqué sur sa tartane plusieurs fois, etc. Et puis ensuite, il est passé sur le bateau du patron autre, etc. » Donc, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, ce système-là se fait dans les communautés. Donc, il faut quand même être dans les communautés. Être dans une communauté, ça suppose aussi avoir un ancrage territorial important dans la ville.
mais que vous devez aussi travailler entre voisins, entre familiers, etc. Là où c'est un peu plus confus, que je peux faire que des hypothèses, c'est que comme ces procédures, elles donnent lieu à quand même une reconnaissance assez haute dans la ville, la corporation des poissonniers, c'est en fait un statut qui démarque ces gens-là. C'est que j'ai quand même beaucoup de parcours nobles et qu'il y a sans doute et vraisemblablement en fait des gens qui vont rentrer dans ces communautés autrement, quoi. Et qui peuvent se retrouver peut-être moins dignes, comme les Sbadzegalo que vous évoquez, les vendeurs à la sauvette. Autrement dit, qu'il y a des gens qui deviennent plus éminents, plus socialement respectés, intégrés, et puis il y a des gens qui le restent pas ou qui sortent un peu de ça. Oui, qui sortent un peu de ces circuits. Alors, ces vendeurs à la sauvette, on les trouve dans les Sbadzegalo, c'est vraiment utilisé pour tous les pêcheurs ou tous les poissonniers qui contournent les lois. Donc, vous pouvez être un grand Sbadzegalo si vous faites une grande fraude, mais vous pouvez aussi être dans la hiérarchie des pêcheurs, c'est le pêcheur de crabe le plus bas, parce qu'on considère qu'il a rien là, lui, seulement ses jambes pour aller chercher 3 crabes. Et vous pouvez être aussi un Sbadzegalo quand vous êtes un pêcheur de crabe. Donc oui, c'est effectivement cette appellation, elle montre aussi un rapport au magistrat, à la fraude de plus en plus identifié et catégorisé, et c'est peut-être aussi cette avancée du droit dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ces communautés, elles ont quand même l'air d'être assez fermées sur elles-mêmes. Je peux pas... J'ai pas beaucoup de sources sur l'ouverture vraiment massive de ces communautés. En revanche, il y a quelques indices qui montrent ça. Par exemple, elles sont très jalouses de leurs privilèges, vraiment très jalouses de leurs privilèges, et elles appellent les pêcheurs des communautés autour, donc qui sont vraiment très très proches. Enfin, il y a 5 communautés dans la lagune. Il y a Murano, Burano, Chioggia, Poveglia et les Nicolotti. Et elles s'appellent entre eux les étrangers. Donc, ça, ça donne une idée vraiment de cette animosité entre eux. Avec des signes distinctifs visuellement ? Alors, j'ai une description des Nicolotti, pas des autres, donc je ne sais pas très bien si c'est quelque chose de généralisé ou pas. Mais quand on parle des Nicolotti, à une certaine période, au début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, j'ai un notaire en fait de la communauté qui dit que le signe distinctif des Nicolotti, ce serait une médaille qui porterait autour du cou. Mais j'ai pas beaucoup plus d'indications, j'ai pas réussi à trouver ça. Je sais aussi qu'ils ont un étendard qui représente la communauté et je l'ai pas trouvé. Ça, c'est une grande déception. Bon, alors peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont pouvoir vous écrire avec la médaille, avec l'étendard. Voilà. C'est une communauté très masculine aussi. Vous avez trouvé très peu de femmes dans les sources. Ouais, ça c'était une grande déception aussi pour moi parce que j'avais... je pensais aussi au début que c'était un terrain qui allait pouvoir me permettre de mettre en situation des actrices pour saisir aussi un ensemble urbain, complet. On peut se l'imaginer, on peut penser qu'il y a des poissonnières, des femmes qui sont à un moment dans la chaîne de l'aliment. Ouais, donc moi j'étais vraiment, j'aurais adoré même trouver des femmes, des poissonnières, etc. Ce qui m'interpelle toujours autant aujourd'hui, c'est vraiment ce manque d'informations dans les sources. C'est-à-dire que même quand on a des petits vendeurs à la sauvette, c'est jamais des femmes. Que toutes les représentations nous montrent des hommes, que tous les noms des communautés donnent des noms d'hommes, et que même les représentations populaires de l'époque, par exemple, je me suis appuyée sur une pièce de Goldoni qui s'appelle Baruffa Chioggia, qui met en scène en fait tous ces pêcheurs de Chioggia. C'est évidemment une source littéraire, c'est une pièce de théâtre, mais c'est une pièce de théâtre dont, par exemple, on nous dit, les voyageurs à Venise nous disent qu'elle est mise en scène en 1760 dans la ville et qu'elle attire en fait alors, les mots des patriciens ou des nobles étrangers, c'est la populace vénitienne qui rit de se voir caricaturer ainsi, etc. Bon, donc ça fonctionne, c'est Goldoni, ça fonctionne sur des stéréotypes, un ensemble de stéréotypes de cette société populaire. Et les femmes qu'il met en scène dans cette société de pêcheurs sont exclusivement chez elles ou sur le pas de la porte. Toutes les représentations iconographiques que j'ai pu trouver de ces petits métiers, les femmes sont exclusivement des consommatrices et pas du tout des productrices. Et c'est vrai qu'à la même époque, on a les poissonnières de Londres, les poissonnières de Paris, on les voit. Donc ça, c'est très étrange pour moi. Et ça reste un mystère. Et là aussi, si quelqu'un continue ce que j'ai fait, dites-moi où sont les femmes, ça m'intéresse.
Les hommes, eux, s'organisent entre eux avec des procédures qui sont peut-être pas tout à fait démocratiques, mais en tout cas avec quand même des modes de choix, des assemblées, des modes de délibération. Autrement dit, c'est des groupes qui, comme souvent sous l'Ancien Régime d'ailleurs, ont quand même des capacités d'action, des porte-paroles qui peuvent intervenir vis-à-vis des autorités. Autrement dit, voilà, il y a quelque chose qui en fait pas simplement des rouages d'une machinerie urbaine économique, mais des gens dotés d'une capacité d'action. Ouais, c'est vraiment des organisations que moi je pourrais catégoriser de politiques, qui fonctionnent sur un système d'élection. Donc ils élisent leurs représentants. Chaque organisation est différente, a sa propre organisation, ce qui moi me fait dire qu'ils ont aussi une capacité d'organisation qui leur est aussi propre. Par exemple, le chef de la communauté des Nicolotes, il est élu à vie. C'est le seul qui est élu à vie. Normalement, dans toutes les communautés ou dans toutes les corporations vénitiennes, le chef de la corporation, son poste, c'est 1 an à peu près. Après, il peut être réélu, mais ça tourne tous les ans. Donc là, lui, il est élu à vie, il a le droit de porter des armes dans la ville. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'important. Voilà. En revanche, les chefs de la communauté de Chioggia, par exemple, ils sont 4. 2 pour d'ailleurs, c'est intéressant, mais 2 pour les pêcheurs de la lagune et 2 pour les pêcheurs de l'Adriatique. Donc, ils sont représentants comme ça de manière différenciée. Et pour les pêcheurs de Chioggia, il est aussi dit que dans ces 4 représentants, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui sachent lire et écrire pour pouvoir s'adresser au pouvoir et pour pouvoir interagir avec les magistrats. Donc, ça dit quelque chose de ces collectifs. L'autre aspect qui, moi, m'a passionnée, c'est cette j'allais dire démocratisation du vote, mais c'est pas très bien choisi, mais cette utilisation en fait massive de l'élection à Venise jusque dans ces communautés populaires, parce que j'ai trouvé en fait 3 récits d'élection du doge ils appellent ça le doge des Nicolotti, donc du chef des Nicolotti, qui fait intervenir 500 votants en fait. Donc une communauté qui en fait va se déplacer dans l'église de la paroisse pour mettre ou une boule rouge ou une boule verte dans un chapeau, dans une urne quoi, pour essayer de voter et d'élire le représentant. Donc ce qu'on voit en fait au plus haut de l'État, pour l'élection du doge par exemple, ou pour l'élection des magistrats, en fait on le voit aussi dans les communautés de pêcheurs, et c'est assez... Et c'est tout aussi institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a un représentant de la République qui vient, qui constate la manière dont se passe l'élection, qui dresse un procès-verbal sur ces élections et qui atteste de cette élection qui a été faite dans les conditions de vote, de la manière la plus, encore une fois, je voudrais pas utiliser démocratique parce que c'est pas ça, mais la plus selon les règles possibles. Voilà. Oui, une forme d'autogestion avant l'heure pour les pêcheurs de Venise. Peut-être juste un petit passage comme ça, parce que moi je trouve ça captivant, et quand je pense à notre société démocratique dans lesquelles on vote pour quelqu'un, et on se dit toujours est-ce que la démocratie c'est le meilleur régime, etc. Venise avait mis en place ou avait développé une manière de voter que moi je trouve intéressante et qu'on fait pas. Mais finalement, tous les candidats, en fait, les gens votaient pour tous les candidats et ils votaient oui ou non. En fait. Donc chaque personne se présentait et tous les votants devaient dire oui ou non. Et en fait, c'est celui qui remportait le plus de oui qui était élu à la fin. Donc ça, je trouve que c'est une manière de voter qu'on n'a plus, qui prend vachement de temps, c'est évident. Mais voilà, on peut s'interroger sur la représentativité que ça induit, quoi. Ouais, tout comme le vote ordonné, s'il y a 5 candidats, on doit les classer de 1 à 5 plutôt que de choisir juste un qui arrive en tête. Voilà, ça change les résultats des élections et ça produit des choses parfois moins conflictuelles. Ouais. Toujours sur ces parallèles avec le présent, puisqu'on y est, vous évoquez aussi finalement quelque chose qui est assez réactif, parce que c'est des circuits courts, parce que c'est finalement une ville qui est soucieuse en direct, même si on comprend la voix des pêcheurs est un petit peu délaissée au profit de voix plus expertes, entre guillemets, mais c'est quand même une ville qui est soucieuse de son
l'environnement, d'approvisionnement immédiat, et qu'il y a quelque chose de vertueux, évidemment. Encore une fois, bon, c'est le risque de la transposition dans le présent, mais malgré tout, les enjeux de gestion des ressources, halieutiques et plus généralement naturelles, font que c'est aussi un livre qui résonne avec le contemporain. Ouais, ça, c'est vraiment le pan un peu de gestion environnementale de la lagune que moi j'ai découvert et que j'avais pas en tête. Enfin, j'avais même pas d'hypothèse dessus, donc c'est tout à fait nouveau pour moi. Mais de me rendre compte en fait que les acteurs que j'étudie au XVIIe, au XVIIIe siècle, en fait, ont des problématiques très très similaires aux nôtres. Et ont parfois des modes de résolution, enfin des modes de faire qu'on envisage aujourd'hui. Et qu'on envisage aujourd'hui, moi, voilà, là où je pense qu'on a un rôle à jouer, peut-être anachronique, c'est de dire, en fait, tout ce que vous proposez et tout ce que vous envisagez aujourd'hui, voilà, pour la gestion de l'environnement, pour les gestions des ressources, etc. Il faut le mettre dans un temps long, en fait. Il faut le remettre dans un temps long parce que, par exemple, je sais pas, quand on vous dit que le développement durable, la définition, c'est dans les années 90, où il faut un volet environnemental, un volet économique, un volet social. Ça, c'est quelque chose qui est partout dans tous les textes des magistrats vénitiens, c'est-à-dire de faire attention à la fragilité de la ressource, tout en conservant un marché qui fonctionne économiquement et en conservant un statut social des acteurs. Enfin, c'est tout à fait assez banal, en fait, pour eux. Donc, on n'a rien inventé avec le développement durable. Et de la même manière, aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, il faudrait consommer bio, consommer local, que peut-être les circuits courts, c'est ce qui est le plus important. Bon, enfin, tout ça, c'est des choses qui ont été 1000 fois pensées, détaillées. En tout cas, enfin, c'est très clair sur mon terrain. Hein, c'est quelque chose qui est agité depuis longtemps. Puis la dernière chose, c'est peut-être ces notions de bien commun aussi enfin, de commun, en fait. La notion de commun, elle est importante aussi sur mon terrain. Et je pense que ça, c'est des choses aussi qui sont agitées aujourd'hui et qui peuvent servir. Enfin, je pense toujours, en fait, que quand on remet ces questionnements sur le long terme, je pense qu'on arrive à essayer Enfin, on arrive à produire, en fait, quelque chose de plus complexe et de plus intéressant pour ce qui va se passer pour la suite, quoi. Pour terminer sur une note moins sérieuse, est-ce qu'il y a des plats de poisson emblématiques de Venise au XVIIIe, ou est-ce qu'il y a des occasions emblématiques de manger du poisson pour, je sais pas, l'intronisation du Doge? Est-ce qu'on mange un poisson particulier? Voilà, est-ce qu'il y a des éléments identitaires un petit peu qui en ressortent, ou est-ce que c'est vraiment juste cette consommation banale, ordinaire du peuple vénitien? Alors, il y a une consommation banale, ordinaire, évidente. Il y a des choses assez marrantes, c'est-à-dire que nous, par exemple, qui considérons les huîtres comme un mets de luxe, ça l'est pas du tout à cette époque-là. Enfin, tous les coquillages sont considérés comme des plats du pauvre. Hein. Enfin, et même les magistrats les appellent ça le poisson peuple, le pesce popolo. Pesce popolo, d'ailleurs. Voilà. En revanche, il y a peut-être une ou deux choses qui sont intéressantes. C'est qu'à Noël, ils mangent tous de l'anguille. Donc ça, c'est... Bon, enfin, nous, on mange pas ça. Et puis Noël, a priori, c'est une fête qui doit être assez... fêtée aussi par un grand repas. Et là, il y a ce type de plat qui est bien vu, bien montré, en fait, dans les sources. Au-delà de ça, je pense vraiment ce que je disais tout à l'heure aussi, pour revenir sur le thon, le poisson-thon, l'espadon, enfin toutes ces espèces plutôt... oui, enfin ces gros poissons en fait, et qui se vendent par petits bouts, sont des poissons qui vont valoir très cher. Par exemple... voilà, c'est le type de poisson qui peut valoir la même chose qu'une livre de café en 1760. Donc, on est sur des choses très, très chères. Et puis, en revanche, le poisson le plus consommé, et le plus consommé de manière facile, c'est vraiment la sardine, quoi. La sardine, vous achetez 2-3 sardines à faire griller, un peu comme dans plein d'espaces méditerranéens aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sources, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, pour finir, un conseil que vous voudriez partager avec les personnes qui nous écoutent ?
Sur ces questions d'histoire sociale vénitienne, sur la manière dont les acteurs s'emparent en fait de leur vie quotidienne, négocient, interagissent avec les magistrats. Il y a un livre qui sort le mois prochain, ou même dans quelques semaines, de Claire Jude de la Rivière, donc qui travaille sur les mêmes terrains, mais qui travaille à une époque antérieure, et qui a fait un livre qui s'appelle L'ordinaire des savoirs, et elle s'intéresse à ces savoirs ordinaires vénitiens et à la manière en fait dont ils peuvent nous faire connaître un peu plus la société vénitienne et l'action de ces acteurs dans cette organisation urbaine. Et puis si vous ne connaissez pas encore, on peut lire aussi de Claire Jude La révolte des boules de neige, qui est un livre très très intéressant, très plaisant, sur un événement qui s'est passé à Murano. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.